Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un bilan lecture, le bilan lecture du mois de juin. Un mois pendant lequel j'ai un petit peu moins lu que d'habitude, mais c'est pas grave puisque j'ai apprécié mes lectures et c'est tout ce qui compte. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Au programme, on va parler de webtoon, de romance, on va parler aussi d'imaginaire, bref, c'est parti. Je commence tout d'abord par un graphique que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne. Il s'agit de l'Impérieux Destin du Docteur Elise de Minnie Win, paru aux éditions Cotoon, et c'était juste génial. Ici, c'est l'histoire de Élise de Clorence, qui était une souveraine tyrannique qui a régné sur son peuple en étant pleine de cruauté, jusqu'au jour où elle meurt et se réincarne en tant que chirurgienne de talent, dans un monde où les techniques de médecine ne sont pas les mêmes que celles qu'elle avait en tant qu'impératrice, et elle va en fait apprendre la vie au service des autres, elle va apprendre à faire le bien, à aider son prochain, etc. Et ensuite, elle meurt de nouveau et se réincarne de nouveau, mais cette fois-ci en la jeune Élise de Clorence, avant de devenir impératrice, avant de monter sur le trône, et donc elle va essayer de mettre à profit toutes les connaissances qu'elle a. Alors c'est génial parce que déjà au moment où elle se réincarne, moi j'ai adoré la manière dont finalement en fait elle reprend juste possession de son corps à un moment donné, et du coup elle change du tout au tout, c'est absolument plus la même personne qui est face aux personnes qui la connaissent. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé ici, c'est la question de la rédemption, où elle va vraiment essayer de faire le bien autour d'elle et voir ce qu'elle peut en tirer, parce que finalement elle se rend compte qu'elle peut jouer sur plein de points, sur plein d'aspects. D'un côté, potentiellement sauver l'empereur qui souffre d'une maladie inconnue à l'époque où elle est, et en même temps faire des choix aussi un peu plus judicieux, puisque finalement elle se rend compte que le prince héritier auquel elle est promis, c'est pas forcément la personne avec qui elle a envie de continuer sa vie, et qu'elle a pas forcément envie de continuer sur les traces de ce qu'elle a fait par le passé. Mais en même temps, le pays est au bord de la guerre et elle peut aussi avoir un rôle à jouer là-dedans, mais avec également une dimension plutôt féministe, dans un monde où les femmes ne sont pas forcément acceptées à partir du moment où elles ont des connaissances, d'autant plus des connaissances en termes de médecine, et donc elle va essayer d'ouvrir les yeux de certaines personnes sur ce sujet, et franchement c'est super intéressant. J'ai adoré également les illustrations avec des couleurs très lumineuses, vraiment très agréables à regarder et qui apportent un plus à l'histoire. En plus de ça, j'apprécie le fait qu'ici on ait également des notes qui expliquent de temps en temps, alors ça revient pas non plus si souvent, mais qui expliquent de temps en temps certains actes chirurgicaux, parce que mine de rien on ne connaît pas forcément tout ça, et ça permet de mieux comprendre l'histoire sans avoir juste un terme un peu inconnu à travers d'une bulle de discussion, et vraiment c'était génial. J'ai hâte de lire la suite, alors rendez-vous cet automne pour découvrir la suite de l'Impérieux Destin du Docteur Elise. Et bien évidemment, si vous voulez un avis un peu plus complet sur ce livre et mon ressenti au fur et à mesure de la lecture, n'hésitez pas à aller voir le vlog lecture que j'avais fait à ce sujet-là en collaboration avec les éditions Cotoon. On passe ensuite à de la romance avec le 5e tome de Bodyguards de Laura S. Wilde, donc Oscar, aux éditions Hugo New Roman. C'est un tome que j'ai adoré découvrir, c'est même mon préféré de la saga, c'est pour dire. Ici, on continue la saga Bodyguards avec un tome qui conclut vraiment super bien cette histoire. On est un petit peu sur du fanservice, mais c'est tellement bien fait que clairement c'est hyper appréciable. On va découvrir Oscar, le père des gardes du corps, qui sont les protagonistes en fait des tomes précédents, et qui a fondé un institut en fait de garde du corps. Et donc au moment où on va suivre Oscar, c'est lorsqu'il commence dans ce métier là, et qu'il va avoir pour mission de protéger Hélène Ferguson, qui va ensuite devenir son épouse, etc. Et du coup on va découvrir la rencontre entre ces deux, leur romance qui se développe, etc. Mais aussi ce livre aborde des sujets bien plus profonds et très intéressants, très bien traités avec justesse, puisque on va parler certes de la découverte d'un nouveau métier, de la confiance en soi, et qu'on est débutant dans quelque chose, et ça n'empêche pas parfois d'avoir le bon instinct, mais aussi ici en fait la meilleure amie d'Oscar subit des violences conjugales. Du coup ça va être aussi une partie du sujet qui sera traité dans ce tome, parce que lui va tout faire pour essayer d'aider, quand bien même elle ne souhaite pas d'avoir de l'aide et reste un peu enfermée dans cette situation qui est très toxique pour elle. Et d'un autre côté on a Hélène aussi qui elle est dans une situation très compliquée, puisque elle a une santé mentale très fragile, elle fait même des crises d'angoisse suite à un événement qui s'est produit dans le passé, et on va ici parler vraiment d'abus sur d'autres personnes, et franchement c'est super intéressant, c'est tellement bien fait, tellement prenant, bref j'ai adoré. Mais en plus la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois qu'on a lu les 300 pages de l'histoire
l'histoire de Hélène et Oscar. On revient au moment présent avec la conclusion de chacune des romances des tomes précédents et ça je trouve ça génial, ça fait un peu un énorme épilogue, finalement un petit peu comme le 5e tome qu'on avait eu dans la saga Off Campus qui était en soi juste un énorme épilogue qui reprenait finalement en plusieurs parties chaque couple des tomes précédents pour vraiment conclure leur histoire et j'ai adoré ça, on est clairement sur un bonbon, ça se savoure, c'est super agréable et du coup franchement je ne peux que vous le recommander. Je l'ai écouté en livre audio principalement parce que vous le savez j'adore les livres audio et je les dévore et si vous souhaitez l'écouter aussi, sachez qu'il est disponible sur l'application Audible qui est une application avec laquelle je suis partenaire. Alors je vous invite à passer par le lien en description qui vous permet de bénéficier de 2 crédits audio offerts à partir du moment où vous avez un compte Amazon Prime lorsque vous créez votre compte Audible et surtout vous avez le catalogue le plus riche que vous allez pouvoir retrouver sur toutes les plateformes d'écoute puisque vous avez vraiment de nombreux livres, soit des livres qui sont exclusivement sur la plateforme, d'autres qui peuvent être disponibles ailleurs, mais aussi vous avez avec vos crédits audio la possibilité à chaque fois de vous procurer un livre pour un crédit audio, celui-ci vous appartient. Vous pouvez vous abonner de différentes façons, soit un crédit audio par mois, soit 2 crédits par mois en fonction du rythme de lecture que vous avez en termes d'audio et vous pouvez aussi ponctuellement racheter des crédits audio si vous n'en avez plus assez, mais surtout vous avez une partie du catalogue qui est inclus dans l'abonnement Audible et que vous allez pouvoir écouter en illimité sans dépenser vos crédits audio et ça franchement c'est super intéressant. Bref, moi j'adore cette plateforme et si vous souhaitez passer par celle-ci, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour soutenir la chaîne et tout le travail que je peux faire sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie grandement. Sur ce, on continue cette vidéo avec d'ailleurs un livre qui est aussi disponible sur Audible, La chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. J'ai lu du coup le 1er tome seulement, donc c'est pour ça que mon marque-page est en plein milieu puisqu'on est ici sur une compilation des 2 premiers tomes de cette saga. Je suis une grande fan de la série, vraiment j'ai dévoré tous les épisodes de la série, les épisodes de la Reine Charlotte, je les ai même vus et revus. Je trouve que même quand on revoit les épisodes, il y a encore des choses qui nous sautent aux yeux et qui n'étaient pas là au départ. Et pourtant, quand j'ai écouté le 1er tome de celui-ci, bah j'avoue, j'étais pas aussi convaincue parce que mine de rien, je savais que c'était complètement différent de la série mais je n'ai pas retrouvé l'essence que je recherchais. Ici on est sur une histoire qui se centre uniquement sur la romance et vraiment uniquement sur ça. C'est vraiment le centre de l'histoire des chroniques de Bridgerton et tout ce que l'on va avoir dans la série avec la présence de la reine Charlotte et son implication dans les bals des débutantes, avec également tout ce qu'il y a autour de Lady Whistledown et de la recherche de celle-ci, de savoir qui elle est, etc. Bah c'est pas présent. On a certes le journal de Lady Whistledown, il est là, mais personne ne le remet en question, personne n'essaie de savoir qui est cette personne qui écrit ça. La reine Charlotte, elle n'est juste pas du tout là dans le 1er tome et tout ça c'était un petit peu dommage parce que je trouvais que ça apportait vraiment du coffre à l'histoire et ça permettait de voir les choses d'un petit peu plus loin alors que finalement on se centre vraiment sur Daphné et le duc ici. Pour autant, j'ai adoré l'histoire du duc qui est très saisissante. Je trouve que la manière dont c'est amené dès le départ c'est super intéressant. J'ai apprécié encore une fois le personnage de Daphné qui se rapproche grandement du personnage que l'on a déjà dans la série, mais il y a d'autres personnages qui m'ont un petit peu déçue en quelque sorte. Bon, c'est des personnages hyper secondaires, mais par exemple Collins n'a absolument pas le même comportement ici dans ce 1er tome que dans la série, en tout cas dans les premières saisons de la série. Son comportement se rapproche presque plus du comportement qu'il a dans la 3e saison finalement. Mais écoutez, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, alors je lirai la suite avec grand plaisir, mais sachez vraiment que c'est vraiment centré sur la romance, que c'est une romance dans un contexte historique et qui amène à des scènes explicites. En fait, on n'est pas sur des scènes explicites qui vont servir la romance, mais une romance qui sert les scènes explicites selon moi, et c'est vraiment une nuance super importante, donc je pense que plusieurs personnes pourraient être déçues en le lisant. Néanmoins, il y a des choses intéressantes, et surtout, j'ai envie de découvrir la suite parce que j'avais entendu énormément d'échos comme quoi la série était très différente de la saga et franchement c'est le cas, mais surtout apparemment elle se différencie encore plus par la suite. Alors j'ai vraiment envie de continuer à découvrir la saga pour pouvoir la comparer aussi avec la série, d'autant plus qu'il n'y aura pas de série de Bridgerton avant au moins 2 ans je pense, alors à moins de revoir des épisodes que j'ai déjà vus et revus maintes et maintes fois, je pense que ce sera un bon compromis mine de rien. En tout cas, si vous avez lu et vu Bridgerton, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre tome aussi préféré, pourquoi pas, ça me donnera peut-être encore plus envie de lire la suite. Il me reste du coup à lire le tome sur Anthony que j'ai déjà, et puis pour les autres, faudra d'abord que je me les procure avant de lire la suite. Cette fois-ci, au lieu d'être dans le passé, on va aller un petit peu dans le futur avec Le Registre de Noémie Bourgois, qui est un livre auto-édité, et franchement, c'était juste incroyable, j'ai adoré. Bon, je savais que c'était une valeur sûre, j'ai tellement aimé Le Dernier Né et on est clairement dans la même lignée, mais c'était tellement poignant. Waouh!
une pépite à découvrir, mais qui clairement n'est pas si facile à lire, donc peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde, ça dépend de vos sensibilités bien sûr. On est ici sur un roman d'anticipation qui se passe en 2045, dans lequel la société a changé en l'espace d'une génération ou deux, et le droit à l'avortement est aboli, les femmes n'ont plus le droit d'avorter, et forcément ça vient par l'interdiction de la vente qui procure des interruptions de grossesse, ça vient aussi par un contrôle des soins gynécologiques et du coup par l'inscription de chaque grossesse dans le registre, de manière à contrôler que chaque grossesse va bien à son terme, ou s'il y a une interruption, c'est qu'elle est naturelle et non pas volontaire, et c'est franchement mais super intéressant à lire, parce qu'on est clairement sur une anticipation qui pourrait très bien arriver malheureusement. On va y suivre une adolescente qui, suite à un rapport non consenti, se retrouve enceinte, et en fait elle va passer par plusieurs phases allant du déni à l'acceptation et le moment où elle va l'avouer à sa mère, où elles vont ensemble chercher une solution pour lui permettre de continuer à vivre sa vie malgré cette interdiction de la part de la loi. Et en fait ça va être très compliqué parce qu'elles vont passer par plein d'étapes très délicates et elles vont prendre tous les risques qui existent pour être maîtresse de leur corps. C'est une histoire qui fait vraiment froid dans le dos, qui vous prend en trip tout au long de sa lecture. C'est pas quelque chose de facile à lire, loin de là, et en même temps, je trouve que c'est un livre à lire parce qu'il ouvre les yeux sur certaines choses. Honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal à le lire entre mai et juin parce qu'on était aussi dans une période d'élection assez particulière entre les élections européennes et ensuite les élections législatives. Je rentrerai pas plus dans le sujet parce que clairement c'est pas le but de cette chaîne et c'est pas le but de ce que je fais sur les réseaux sociaux, quand bien même ça dérangerait certains, mais honnêtement ça m'a fait très froid dans le dos, ça m'a pris au trip, j'ai eu un petit peu de mal à lire par moment, mais c'était tout autant brillant parce que ça montre aussi à quel point Noémie a un talent aussi pour décrire ces choses-là qui sont des sujets sensibles, qui sont des sujets d'importance aussi et qu'il faut lire, et franchement je ne peux que vous le recommander si vous le souhaitez. On est ici sur un roman qui rentre dans la catégorie Young Adult, même si attention il y a des choses qui sont quand même plutôt sombres, des choses qui peuvent être un peu violentes parfois, et du coup je le recommanderais peut-être plus à partir de 16 ans quand même pour ces raisons là, mais en tout cas n'hésitez pas à vous le procurer, à le lire, à en parler autour de vous parce que je pense que c'est un roman d'importance capitale. Sur une note un petit peu plus légère, j'ai également lu Iron Flame de Rebecca Yarros, du coup publié aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantasy, et je l'ai également écouté en livre audio lu par Charlotte Gagnor. D'ailleurs j'ai pu interviewer Charlotte qui est la narratrice des livres audio Force Wing, Iron Flame et de bien d'autres encore que vous allez tous retrouver sur Audible si vous le souhaitez. Vous avez l'interview juste ici, franchement c'était juste incroyable, et si vous n'êtes pas friand de livres audio, je pense que ça pourrait quand même vous intéresser de découvrir un petit peu plus de choses sur ce métier, parce qu'on parle pas tant que ça du livre audio en lui-même mais plus de son métier, de tout ce qu'il y a derrière la création de livres audio. Bon, on parle quand même un petit peu de Force Wing, Iron Flame et Onyx Storm, mais vraiment n'hésitez pas à aller découvrir son travail parce que Charlotte est passionnante à écouter. Et si ça vous fait un petit peu peur de lancer une vidéo d'1 heure et vous savez pas trop quoi faire pendant ce temps-là, sachez que vous pouvez totalement l'écouter en podcast. Donc c'est le moment de bouger, de mettre un petit peu de mouvement dans votre vie, de faire le ménage chez vous, d'aller dehors vous balader, ou alors d'avoir une activité un petit peu plus cosy comme du journaling, du crochet ou encore du puzzle, enfin bref ce que vous voulez, mais vous pouvez très bien vous occuper pendant ce temps-là et ne pas rester focus sur la vidéo. Vous aurez tout autant d'informations, et vraiment j'ai adoré filmer et monter cette vidéo, c'était une expérience incroyable et je vous remercie grandement encore une fois d'être présent sur mes réseaux, parce que si j'ai pu avoir cette opportunité, c'est aussi parce que Charlotte est tombée sur une des vidéos dans lesquelles je parlais de cette série et qu'elle m'a proposé qu'on fasse cette interview, et vraiment c'est grâce à vous. Parce que chaque vue, chaque like, chaque commentaire permet à l'algorithme de l'application de montrer la vidéo à d'autres personnes, et c'est ainsi qu'elle a pu tomber finalement sur la vidéo, donc c'est super important. Bref, il est temps que je vous parle de Iron Flame qui a été un énorme coup de cœur, autant que le premier tome, mais pour des raisons bien différentes. Je vais tout faire pour pas vous spoiler parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler, comme toujours d'ailleurs. C'est toujours un exercice assez difficile de parler d'un livre sans spoiler, mais j'essaie de faire au mieux. Alors tout d'abord, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'univers de Force Wing, Iron Flame, enfin The Empyrean quoi. C'est l'histoire de Violet Sorrengai qui a été élevée pour toute sa vie pour devenir scribe dans un monde où on est soit scribe, soit dragonnier, vraiment il n'y a pas d'autre solution. C'est un monde en guerre contre d'autres créatures, contre d'autres peuples, et en fait soit on est là pour faire la guerre, soit on est là pour écrire l'histoire. Et Violette, elle a été toujours élevée dans le but de devenir scribe comme son père, sauf que au décès de celui-ci, elle se retrouve forcée par sa mère, qui est du coup la générale de l'académie de la guerre de Basquiat, à intégrer cette académie et à être formée pour devenir dragonnière. Mais Violette, elle s'était absolument pas préparée à ça, mais au-delà de ça, elle a aussi une maladie physique
maladie qui fait que ses articulations sont très fragiles. Je me souviens plus du nom exact de cette maladie, mais vraiment super intéressant d'avoir cette représentation de maladie ici à travers un personnage qui est très badass, un personnage qui va de l'avant, qui est déterminé et qui en même temps va essayer de tout faire pour sauver sa peau. Parce que l'académie de la guerre de Basgiath, c'est clairement pas une académie où tu t'assois à table et que t'as ton cours comme ça. Bon, il y en a un petit peu, c'est surtout un moment plein d'épreuves et où en fait, on peut risquer de mourir à chaque moment. Mais en plus de ça, Violette, elle va découvrir plein de choses auxquelles elle ne s'attendait pas. L'envers de cette guerre, des choses un petit peu plus secrètes, mais aussi elle va trouver à la fois une famille de cœur avec des amis qui vont lui être très très chers, mais également l'amour. Et l'amour, pas en n'importe quelle personne, mais en le séduisant et ténébreux Xaden, qui clairement est plutôt considéré comme son ennemi. Et Iron Flame, ça a été un gros coup de cœur, au même titre que Fourth Wing, mais pour des raisons différentes, et surtout je pense parce que ce deuxième tome va plus loin que le premier. Vraiment, on n'est pas sur une réédite, on est vraiment sur la continuité et l'univers est bien plus creusé, on va découvrir bien d'autres choses, on sort de l'académie et on découvre d'autres choses autour, plus de créatures, plus d'enjeux, plus de politique, plus de stratégie aussi, cette question aussi qui est très très importante et tout au long du livre, du mensonge, de l'honnêteté et de la confiance envers les autres, parce que Violette, en fait, elle est obligée de cacher certaines choses à ses amis, mais ça lui fend le cœur. Elle est pas certaine que son mec lui raconte toute la vérité non plus. Vraiment, il y a cette notion de confiance et d'honnêteté qui est remise en question ici et c'est super intéressant. Bref, j'ai adoré. Que ce soit à travers les relations familiales, amicales, amoureuse, mais aussi cette relation avec les dragons qui est toujours aussi intéressante et que j'aime toujours autant parce que franchement c'est pour moi le gros point fort ici, c'est que les dragons ont vraiment une personnalité propre. D'ailleurs honnêtement je pense que mon personnage préféré dans cette histoire c'est Term. Enfin, il est juste incroyable ce dragon, mais clairement une histoire qui en plus de ça a un rythme un peu version montagne russe où on va alterner entre des moments vraiment haletants, plein d'action et des moments un peu plus calmes et plus stratégiques et c'est génial parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est très linéaire et où on pourrait s'ennuyer soit en étant un petit peu essoufflé au bout d'un moment parce que il se passe toujours un milliard de choses et on se pose jamais, ou au contraire en ayant ce sentiment que tout prend trop de temps. Et là le rythme est super bien dosé, vraiment j'ai adoré, je me suis pas ennuyée une seule seconde et je ne peux que vous recommander cette saga, donc rendez-vous dans quelques mois pour découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai pas en ma possession, donc je vous mettrai la couverture juste ici. Il s'agit des Braises de la guerre, donc le premier tome de la guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, donc qui est disponible en librairie. J'ai lu ce livre sur liseuse, mais je devrais le recevoir prochainement de la part de la maison d'édition puisque nous allons travailler ensemble. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture, c'était juste formidable. J'ai essayé de le traîner le plus de temps possible pour le savourer, mais vraiment une pépite que je vous recommande grandement. J'ai adoré le personnage de Tissaana. Attendez, je vous raconte quand même l'histoire un moment. Ici, on va suivre Tissaana qui va être séparée brusquement par sa mère dès son enfance, où en fait elle va se retrouver finalement esclave, puisqu'en fait son peuple entier est réduit à l'esclavage et elle va se retrouver esclave, sauf que dès le départ elle a pour but de payer sa liberté. Vraiment pour elle c'est hors de question de rester dans cette condition là, et donc elle va économiser la moindre petite pièce qu'elle va pouvoir avoir en montrant son pouvoir de faire apparaître des papillons, ce genre de choses, jusqu'à vendre son corps pour récupérer quelques pièces qui vont lui permettre un jour de pouvoir payer sa liberté. Il en vient en fait ce moment-là où elle est prête, elle a réuni la somme qu'il faut pour acheter sa liberté, sauf que ce moment-là ne se passe absolument pas comme prévu. Elle se retrouve à devoir fuir en étant au bord de la mort et elle va trouver refuge dans un royaume qui lui repose beaucoup plus sur les pouvoirs magiques, etc. et forme en fait les différentes personnes de ce royaume à utiliser la magie, sauf que en fait elle n'est pas forcément très légitime à apprendre à l'utiliser quand bien même elle est capable de le faire puisqu'elle est une fragmentée. Elle est mi-être humain, mi-être de magie et du coup elle n'a pas les mêmes capacités que d'autres personnes. Pour autant elle va commencer son apprentissage aux côtés de Maxentarius qui lui est un homme très taciturne qui a été éteint par la vie et en fait ils vont apprendre à coexister ensemble et la détermination de Tissaana va faire la différence et franchement j'ai adoré. On a ici une romance prof-élève slow burn qui est juste mais au top. J'ai adoré cette romance qui prend vraiment son temps pour se développer et qui du coup a vraiment son sens dans l'histoire. Mais ce que j'ai encore plus aimé c'est la question de la psychologie parce que en fait Tissaana elle va tout faire pour retourner sauver ses amis quitte à faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs pour elle, mais elle va tout faire pour sauver les personnes qui lui sont chères et cette détermination qu'elle a, franchement c'est juste génial à suivre. En plus de ça j'ai adoré le personnage de Max
Saxantarius, qui est un homme qui se pose 1 milliard de questions. J'ai clairement eu l'impression d'être dans ma tête, ou même peut-être dans celle de mon mari, je pense qu'il serait un petit peu comme ça aussi, à se poser toujours 1 million de questions avant d'agir, et franchement c'est juste incroyable d'avoir un personnage comme ça, et les chapitres de son point de vue m'ont tellement fait du bien, ils m'ont même fait rire par moments, parce que vraiment, en fait je l'ai trouvé adorable, c'est juste tel que je suis en fait, et je sais pas, ça a complètement matché avec moi, ça fera peut-être pas tout avec tout le monde, peut-être que certaines personnes le trouveront peut-être même un peu relou à se poser 3000 questions avant d'agir, mais moi j'ai trouvé ça génial. Et en plus de ça, ici on a une magie noire qui est présente et qui n'est pas la magie noire à laquelle on a l'habitude, qui est une magie noire qui va posséder le corps et qui va en fait avoir une identité propre et coexister en fait à l'intérieur du corps de la personne. C'est hyper intéressant, franchement j'ai adoré. Et dernier point que j'ai aimé ici aussi et qui a fait que ce livre c'est vraiment une excellente lecture, voire un coup de cœur honnêtement, c'est la question de la langue et de la difficulté langagière. Franchement c'était super bien retranscrit et c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent en fantasy, puisque Tissaana elle connaît sa langue maternelle, mais voilà, elle connaît un petit peu les langues des pays alentours. Quand elle se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien, certes elle comprend leur langue, mais elle ne s'exprime pas parfaitement, et ça c'est super bien retranscrit dans l'écriture et par la traduction aussi, où on va comprendre les phrases, elles ont du sens mais elles ne sont pas parfaites, et c'est vraiment quelque chose qui appuie le fait que voilà, elle ne maîtrise pas parfaitement cette langue là pour s'exprimer dedans. Et vraiment j'ai trouvé ce détail super intéressant. Oui c'est un détail, mais je trouve que ça fait la différence dans la manière dont on s'immerge dans le livre, parce que c'est ce qu'on lit en fait, c'est la manière dont on va le lire aussi, et vraiment c'est une merveille que je ne peux que vous recommander et que j'ai adoré découvrir du coup en juin et un petit peu en juillet. Ma dernière lecture, Curse of Saints de Kate Deramis, qui est une lecture que j'ai toujours en cours, quand bien même je l'ai commencé en juin. On est ici sur une lecture commune que j'organise avec les pépites lectrices et les pépites ultimes de mon Patreon, et vraiment c'est une lecture un peu mi-figue mi-raisin. On va y suivre Aya qui est espionne émérite de la souveraine, et de l'autre côté Will qui lui est plus l'exécuteur de la souveraine, et tous deux vont devoir s'allier pour une cause, une mission qui va leur être assignée, et ils n'auront pas de choix que de travailler ensemble. Sauf que Aya et Will, en fait ça fait des années qu'ils se connaissent et qu'ils sont rivaux. On a vraiment cette tension, cette manière dont ils retournent l'un vers l'autre, et pourtant le fait qu'ils s'exècrent l'un et l'autre qui est très présente dès le début de l'histoire, et franchement ça j'adore. On a vraiment une relation qui est super intéressante entre eux. Bien sûr vous le voyez venir à des kilomètres à la ronde, on est sur une trope de romantasy, donc ils vont finir ensemble, hein, un Rivals to Lovers qui vraiment est super bien fait, mais il n'y a pas que ça. Pendant cette mission, Aya va se rendre compte qu'elle possède en elle un pouvoir énorme, un pouvoir incommensurable, et en fait elle doit à tout prix le cacher parce que personne ne doit savoir qu'elle est l'élue, mais alors qu'elle tente de tout faire pour cacher qu'elle possède ce pouvoir là en elle, où il va le découvrir, bien sûr. Clairement c'est une histoire que j'aime beaucoup pour ce point là, je trouve que la romance est super intéressante, l'alchimie, la relation entre les personnages est très captivante, mais j'ai un peu plus de mal à voir vers où l'autrice veut nous amener. Et un autre point qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'ici en fait les personnages ont des familiers qui sont des loups, et il n'y a pas de relation fusionnelle entre ces personnages, et je trouve ça dommage d'avoir des familiers sans avoir de telles relations. Ça c'est vraiment mon petit bémol, pour j'avoue c'est pas énorme mais ça compte, et j'ai un petit peu plus de mal aussi à bien cerner l'univers avec parfois des termes inventés qui sont pas forcément toujours très clairs, mais en même temps je trouve que par moment la plume de l'autrice est très pertinente. Alors oui c'est une traduction, c'est peut-être la traduction qui est liée, mais vraiment je trouve que par moment c'est très pertinent, avec une utilisation de figures de style ou de formulations de phrases qui vont vraiment être incisives ou appuyer un propos, et vraiment j'adore ça. Donc clairement une lecture plutôt en demi-teinte mais que j'apprécie quand même, donc j'ai hâte de découvrir la suite, de continuer à le lire pour vous en parler bien sûr, et continuer à en discuter aussi avec les membres de mon Patreon. Voilà donc pour toutes mes lectures du mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos lectures préférées dernièrement, je serais ravie de découvrir celle-ci parce que ça me donnera peut-être aussi des idées de lecture. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!